Les idées fortes d'Actuel. Nous ne savons plus nous reposer. Se reposer est tout un art. À quoi nous servirait-il de gagner du temps si nous négligions d'apprendre à être oisifs? L'oisiveté exige tout autant de vertu et d'attention que le travail. L'oisiveté réclame le goût de la méditation et du rêve, de la sérénité, de la promenade, la curiosité de l'esprit, de l'âme et des yeux. Ce n'est pas se reposer que d'employer ses dimanches à tondre le gazon, laver les voitures, sermonner les enfants, visiter les voisins, ranger sa maison, bricoler à tout va et se dépêcher de se créer de nouveaux besoins, des soucis inédits et d'en rajouter encore à l'agitation de notre vie déjà trop mouvementée. Non, disait La Rochefoucauld, se reposer, c'est ce baume secret de l'âme qui suspend soudainement les plus ardentes poursuites, cette béatitude qui nous console de toutes nos pertes et qui nous tient lieu de tous les biens. Ah, se reposer, c'est s'abandonner à la paix de l'esprit, à l'activité inutile et à la pure joie d'exister. Le repos, ce n'est pas la fuite des difficultés, c'est une détente après l'effort. C'est un voyage tranquille passé à la fenêtre d'un train, une lente promenade qui s'achève dans une jolie pension, bercée par le seul bruit des vagues, du calme et de la volupté. Ah, ne rien faire, y aller lentement, magnifique la lenteur, notre dernière délicatesse. Se reposer, se laisser vivre, ou, comme disait paresseusement le peintre Bonnard, se donner la permission d'être soi-même. Les idées fortes d'Actuel. Les idées fortes d'Actuel. J'ai lu pour vous Le temps, le désir, l'horreur, un essai d'Alain Corbin sur le 19e siècle, et quelque chose m'a frappé. Vous vous souvenez de l'hystérie pendant les concerts des Beatles, des émeutes quand les Stones passaient à l'Olympia, des bagarres au golf de Rouault, des cordons de flics au concert des Doors. Vous êtes comme tout le monde. Vous croyez que la génération du rock'n'roll a été la première à casser les fauteuils dans les salles de spectacle. Eh bien pas du tout. On n'était pas les premiers. Alain Corbin raconte que sous la Restauration, au début du siècle dernier, nos arrière-arrière-arrière-grands-parents ne pouvaient pas mettre les pieds au théâtre sans tout casser. Oui, le théâtre était le grand défouloir. La bonne société l'avait déserté, les connaisseurs aussi, la jeunesse constituait le gros du public. Les bagarres n'arrêtaient pas, on picolait, on sifflait, on jetait les bouteilles sur scène. À la moindre fausse note, on voulait lyncher le directeur, ou bien on allait briser les vitres de son appartement. Pas un soir où la police n'était obligée d'intervenir. Les gendarmes faisaient évacuer la salle, on arrêtait tout le monde, ouvriers et bourgeois, tous voyous, tous en tôle. Nos arrière-arrière-arrière-grands-parents étaient même pires que nous. Un soir de 1826, à Bordeaux, ils n'étaient pas contents de la performance du grand Libaros, l'acteur principal. Celui-ci, furieux, quitte la scène en les insultant. Genre Louride au pavillon de Pantin, début des années 80. Devant le tumulte, le commissaire de police intervient. Le public exige que la vedette fasse des excuses à genoux. Amené de force sur scène, Libaros refuse. Il se débat, il s'enfuit. Le public commence alors à casser le théâtre. Pour le calmer, un seul moyen, jeter le grand acteur en prison. Ce que fait aussitôt le commissaire de police. Vous imaginez Michael Jackson jeté en prison après son concert au Parc des Princes sous prétexte qu'il avait chanté 3 chansons en playback? Pour en savoir plus, Le temps, le désir, l'horreur d'Alain Corbin, chez Aubier. 101.5, c'est Nova. C'est 101.5. Les idées fortes d'Actuel. Bonjour le Front National. Aujourd'hui, le Front National à Saint-Gilles. Saint-Gilles dans le Gard est la seule ville de France gérée depuis 3 ans, depuis les dernières municipales, par le Front National. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait en 3 ans? C'est des bons, c'est des mauvais, ils ont tenu leurs promesses ou ils ont fait n'importe quoi? On est allé voir. Saint-Gilles, 12 000 habitants, dont 20% d'immigrés. C'est beaucoup. Eh bien, sur ce plan, c'est l'échec, c'est la contre-performance. Le Front National est mauvais. Il n'a pas réussi à virer les immigrés. Il l'avait pourtant promis. Il avait dit quand on arrivera, ils partiront. Ils ne sont pas partis, ils sont toujours là. Alors, on a été voir des responsables municipaux qui nous ont expliqué que c'était la faute aux gens de Nîmes, à l'administration du canton. Enfin, bref, mauvais. Ils ne sont pas reçus sur le point immigré. Deuxième point, la délinquance, l'insécurité à Saint-Gilles. Le Front National avait évidemment promis d'inverser, je cite, le cours dramatiquement préoccupant de la délinquance. Il n'en est rien. Pendant le dernier week-end de la Toussaint, il y a eu 11 vols à la roulotte à Saint-Gilles. Et le comble, ça a été, pendant un enterrement au cimetière, eh bien, toutes les voitures qui étaient garées devant le cimetière, des parents éplorés, ont été visitées. L'adjoint à la sécurité explique d'ailleurs qu'il lui faudrait une dizaine d'hommes de plus pour pouvoir traiter le problème. Quant au maire, il nous a répondu: vous me dites que la délinquance n'a pas baissé, je vous réponds qu'elle a même augmenté.
Pourquoi? Tout simplement parce que j'encourage les victimes à porter plainte. Avant, on les décourageait. Voilà. Quoi qu'il en soit, il y a un endroit tout à fait sûr à Saint-Gilles où on peut y aller, on peut s'installer, c'est le parking, un nouveau parking de 2000 m², avec un mirador et des gardes 24 heures sur 24. L'ordre règne, les voitures, elles, au moins, sont bien protégées. Morale de l'histoire, l'apparition d'une nouvelle race de Français pas contents, les déçus du lepénisme. Exemple, le boulanger qui dit « Ah, c'est incroyable, toute la nuit, les jeunes font du stock-car sous nos fenêtres. Cet été, mon snack a été attaqué par 2 types, des blanches précises qui ont provoqué une bagarre. Je comprends plus. À la mairie, ils font rien, strictement rien, c'est révoltant. » Voilà un déçu du lepénisme. Donc la question qui se pose, c'est où vont aller les déçus du lepénisme? Car les déçus du socialisme, on sait où ils vont. Ils vont nulle part, ou ils vont chez Le Pen. Mais les déçus du lepénisme, totalement imprévisibles. Moi j'écoute Nova 101.5, c'est Nova. C'est 101.5. Les idées fortes d'Actuel. J'ai lu pour vous la biographie de Miles Davis, écrite par le trompettiste Ian Carr. Entre autres choses passionnantes, on y apprend que le petit Miles était issu d'une famille aisée, ce qui est assez rare chez les jazzmen. Son père était dentiste, il possédait un gros cabinet dans l'Illinois, un ranch de 200 acres et un élevage de chevaux sauvages. À East Saint-Louis, les Davis habitaient le quartier blanc, et comme la plupart des citoyens noirs aisés, c'étaient des imitateurs acharnés de la société blanche. Par exemple, ils ne s'intéressaient qu'à la musique classique, le blues, le ragtime, les Davis trouvaient ça cochon, cela leur rappelait le temps de l'esclavage. La mère de Miles jouait du violon, uniquement du violon. Miles attendra d'avoir 30 ans et d'être une star internationale pour voir sa mère s'installer au piano et lui jouer un morceau de funky blues. Il ne savait même pas qu'elle jouait du piano, c'est dire l'autocensure qui régnait dans la famille. Comment devient-on musicien de jazz dans ces conditions? C'est le plus amusant de l'histoire. Le jour de son 13e anniversaire, la maman de Miles avait décidé de lui offrir un violon. On jouait du Mozart, des danses hongroises de Brahms ou de la bonne vieille musique de cow-boy. Mais monsieur et madame Davis étaient à couteau tiré. Ils n'allaient d'ailleurs pas tarder à divorcer. Le père n'avait qu'une idée en tête, faire tourner son épouse en bourrique. Au lieu d'un violon, il offrit donc à son fils une trompette, sonore et rutilante, la même que Buddy Bolden et Louis Armstrong. Madame Davis mettra des années à s'en remettre, et nous, on en est toujours parvenus. Miles Davis de Ian Carr est édité chez Parenthèse. Moi j'écoute Nova 101.5, c'est Nova. C'est 101.5. Les idées fortes d'Actuel. Aujourd'hui, Frédéric Joignot. Saviez-vous que la langue française ne vient pas du tout du gaulois? Notre belle langue française est un atroce patois, matiné de toutes les langues d'Europe du Nord et d'Europe du Sud. Tenez, saviez-vous qu'abricot, alambic, albatros, algèbre, algorithme, almanach, amalgame, ambre, argousin, arsenal, avanie, avarie, camailleux, carafe, carrousel, chamarré, couffin, divan, élixir, gazelle, gerboise, girafe, hasard, guitare, madrague, matelas, mais aussi sirop, sofa, tabac, talc, talisman et bien sûr zénith et l'indispensable zéro étaient des mots arabes. En ces temps xénophobes, il est bon de savoir que notre langue s'est enrichie de toutes les autres. Ainsi par exemple, ange, calvaire, canne, chérubin, cidre, géhenne, gouja, jubilé, manne, tohu-bohu, zizanie sont des mots qui nous viennent de l'hébreu. Notre langue n'a rien retenu de nos ancêtres les Gaulois qui étaient des Celtes et dont il ne nous reste à peine une centaine de mots comme balai, charrue, mouton, gobelet, orteil et bien sûr druide et cervoise. Par la suite, le latin s'imposa dans la Gaule, mais dans les campagnes, on parlait un affreux latin, patois, matiné, oui, de germain. Quand les Francs arrivent en France, avec les Alamans, les Burgondes, les Visigoths, ils apportent aussi leur langage, et c'est ainsi peu à peu que naît le français, oui, matiné d'allemand et de Burgonde. Par exemple, des mots comme aume, hanche, anape, héron, honte, honni, ous sont des mots qui nous viennent de l'allemand. Oui, oui, notre belle langue française est une langue cosmopolite, matinée de tous les langages. Voilà, il fallait le savoir et le rappeler. À lire, le français dans tous les sens aux éditions Lafon et le dictionnaire des mots d'origine étrangère aux éditions Larousse. 101.5, c'est Nova. C'est 101.5. Les idées fortes d'Actuel. Aujourd'hui, Frédéric Tadei. J'ai lu pour vous Ring Noir de Claude Meunier. L'histoire d'une rencontre explosive, celle qui eut lieu à Paris au début du siècle entre l'avant-garde artistique et les boxeurs noirs américains.
1908 est une date capitale de notre histoire. C'est en décembre 1908 que Jack Johnson devint le premier noir champion du monde des poids lourds en battant Tommy Burns à Sydney. Pire qu'un tremblement de terre. En Amérique, il y eut des émeutes. On allait même jusqu'à brûler tous les films de ces combats. 5 ans plus tard, en juillet 1913, Jack Johnson, fatigué des campagnes racistes qui se déclenchaient chaque fois qu'il mettait une raclée à un blanc, décida de s'exiler en France. Ici, depuis le match entre Zach McVie et Joe Jeannette en 1909, les boxeurs de couleur avaient toujours reçu un accueil triomphal. Jack, le plus grand champion noir de tous les temps, débarqua donc au Havre avec sa femme, son chauffeur, son secrétaire, son domestique et 22 grandes malles d'un poids total de 2000 kilos. Ce géant baroque et magnifique, portant bijoux et chemises échancrées, donnant des conférences de presse dans son bain, d'une intelligence remarquable, allait bientôt devenir le héros de l'élite intellectuelle de l'époque. Pour Blaise Cendrars, Colette, Tristan Bernard, Picabia, Apollinaire, Marcel Duchamp, Jack Johnson incarnait la modernité en marche, l'initiation poétique au désordre du nouveau monde, le refus du bon goût, l'autorisation intellectuelle de mal faire et d'être brutal. Sous l'influence de Johnson et de ses compagnons de combat, on inventa l'art moderne. Tout Paris se mit à mâcher du chewing-gum et à porter des habits 2 fois trop larges. En fait, bien avant les cow-boys, les boxeurs noirs furent les premiers héros américains de la vieille Europe. C'est avec les boxeurs noirs que l'on s'est posé pour la première fois la question « To be or not to be américain ». Ring Noir de Claude Meunier est édité chez Plomb. 101.5, c'est Nova. C'est 101.5.